Je vais vous présenter dans cette petite vidéo un phénomène naturel que l'on rencontre souvent dans les pierres et les cristaux qui peuvent être facilement pris pour des défauts de la pierre. Alors, le premier de ces phénomènes, c'est ce qu'on appelle des fractures. Des fractures naturelles qui ne sont pas donc consécutives à un choc au moment de l'extraction ou au moment du travail de la pierre, ou à plus forte raison après, lors des différentes manipulations pendant le transport ou lors de son exposition. Alors, dans la famille des quartz en particulier, on peut observer des petites fractures naturelles qui sont des lignes de force. Le minéral travaille, il est soumis à des fortes températures et à des pressions au cours des mouvements géologiques. Également, il peut être soumis à des variations de température, à des chocs thermiques. Et donc le quartz va enregistrer ces variations, ces différentes températures et pressions, et ces lignes de force vont se traduire par des petites fractures internes. Alors nous avons ici plusieurs spécimens en cristal de roche, donc qui est le quartz transparent. Nous avons 3 prismes et une sphère. On peut voir à l'intérieur du cristal ces petites lignes qui sont ces lignes de fracture. Dans la sphère, il y en a beaucoup plus de micro-fractures. Ici, on peut en voir une transversale qui parcourt tout le cristal transversalement. Également ici, dans ce prisme. Alors évidemment, plus la pièce est importante en volume, plus il y a de chances qu'apparaissent des fractures. Dans les toutes petites pièces, qui font 2 ou 3 cm, ou voire 4 à 5 cm, il y a peu de fractures. Voici ici un petit quartz roulé, et là, à l'œil nu, on ne peut pas voir de ligne de fracture. Alors, il est bien sûr possible qu'ensuite il y ait eu un choc. Mais s'il y a un choc, on va voir que le cristal est ébréché, en général aux parties les plus fragiles, c'est-à-dire sur le pourtour, à la pointe ou sur les côtés. Et là, avec l'ongle, on va sentir une petite édentation dans le cristal. Cependant, il peut arriver que des lignes naturelles de fracture, lors du polissage, affleurent à la surface du cristal et à ce moment-là, on va les ressentir en surface avec l'ongle, on va ressentir une petite ligne, une rugosité. Alors, mis à part le cristal de roche que nous venons de voir, il y a également dans la famille des quartz 2 autres pierres qui présentent très fréquemment et pratiquement systématiquement ces lignes de fracture. Ces 2 pierres sont très connues, elles sont très courantes sur le marché, ce sont le quartz rose et l'améthyste. Voici un galet de quartz rose, donc qui est relativement épais. On peut voir donc par transparence à la lumière, à l'intérieur, ces différentes lignes de fracture. Une fois taillé en donut ou en galet plus mince, évidemment, les lignes de fracture sont encore plus apparentes par transparence. C'est la même chose avec l'améthyste, ici en galet, ou taillé en donut. Plus la pierre est mince, plus les lignes de fracture sont facilement visibles. Nous allons maintenant voir un deuxième phénomène naturel lui aussi, c'est ce qu'on appelle le clivage. Alors, les minéraux ont un système cristallin. Ce système cristallin forme en quelque sorte des rangées, et ces rangées, ces couches d'atomes sont plus ou moins espacées. Et le clivage sera la séparation qui existe entre 2 couches. Donc ce sont des plans parallèles. Et ce phénomène est très marqué chez certaines pierres qui vont donc se cliver, se séparer selon ces plans de clivage. Et c'est le cas notamment pour 2 pierres très connues, la calcite et la fluorite. Alors nous avons ici
une calcite de couleur miel qui ressemble un petit peu à la calcite orange, et vous voyez très nettement la sphère qui est pratiquement coupée en deux par cette ligne circulaire. C'est un plan de clivage. Autrement dit, s'il y a un choc, si cette sphère tombe, chute, il est fort probable qu'elle va se séparer en deux en suivant cette ligne. On peut également voir le même phénomène chez la fluorite. La fluorite est une pierre également très fragile de ce fait. On voit ces différentes lignes et quand il y a un choc, comme ça a été le cas sur ce prisme, ici, ce prisme est tombé et la fracture s'est faite le long de ce plan de clivage. Il a été recollé, mais on peut voir ici la fracture. Donc, bien sûr, ce sont des plans de fragilité, des points de fragilité. On voit également ici un donut ou un pis en fluorite. On voit très facilement le point de fragilité de cet article. Alors, nous allons parler maintenant de notre phénomène qui est le polissage de la pierre, qui peut générer effectivement des défauts ou en tout cas ce qui peut être pris pour des défauts de la pierre. Alors, les pierres à l'état brut peuvent être en morceaux plus ou moins gros. Souvent, les morceaux plus gros sont concassés et on va les polir au tonneau, dont vous avez entendu parler de pierre roulée. Et ce terme de pierre roulée veut dire qu'elle a été roulée dans des tonneaux avec une poudre abrasive. Elle n'a pas été roulée par la rivière. Donc il y a deux types de tonneaux, des tonneaux qui roulent dans ce sens et des tonneaux vibratoires qui tournent comme ceci. Donc cette opération se déroule en plusieurs étapes, en général 4 voire 5. Donc on met une poudre abrasive dans la première partie, ça sera une poudre relativement grossière, un petit peu de la grosseur du sel, un sel un petit peu gros, et ça va déjà dégrossir la pierre, la préformer. Ensuite, la deuxième étape va la polir davantage jusqu'au polissage final avec un grain très très fin comme de la farine, et ça peut être même de la poudre de diamant pour les pierres de grande qualité, qui va donner l'aspect brillant que vous avez déjà vu sur des pierres roulées. Alors voici le cas d'une pierre relativement courante qui est le jaspe. Nous avons ici un jaspe rouge et un jaspe léopard. Vous remarquez ici le brut est relativement régulier. Il n'y a pas de grandes failles ou de grands creux. Ce qui veut dire qu'on peut espérer avoir un rendu final de ce type, qui sera relativement régulier et lisse. Mais parfois, il va y avoir des petites édentations, des petites marques, des petits creux, que l'on ne pourra pas éliminer au polissage, et on va les retrouver sur la pierre. Évidemment, on pourrait les éliminer, mais il faudrait enlever 5 à 6 mm de plus de la pierre, autrement dit, elle réduirait de moitié, ce qui n'est pas économique, et en particulier pour les pierres qui sont plus onéreuses. Pour le jaspe léopard, même phénomène, nous avons ici un morceau qui est très régulier, et on va pouvoir espérer, une fois terminé le travail de polissage, avoir des faces relativement plates, lisses. Alors, nous allons voir maintenant un cas de figure où les pierres qui sont à polir sont très difficiles, soit de par leur fragilité, où elles risquent de s'abîmer et elles présentent de nombreux creux, elles sont poreuses par exemple, c'est le cas de l'azurite, soit parce qu'elles sont très irrégulières. Alors, il y a bien sûr des techniques pour permettre le polissage sans que les pierres s'abîment, notamment des particules qui vont servir d'intermédiaires et qui vont amortir le choc et qui vont permettre aussi de remplir les espaces pour que le polissage se fasse de façon égale, mais ça reste une opération difficile. Alors voici par exemple le cas de l'azurite. Voici un morceau brut d'azurite, vous voyez, de forme avec beaucoup de creux, et ce sera très difficile donc de polir. D'autre part, c'est une pierre fragile et relativement chère, donc on ne peut pas pousser très loin le polissage.
si on poussait le polissage très loin, pour un morceau de 5-6 cm, on aurait, en définitive, le résultat final serait une pierre roulée de 2 cm pour un demi-centimètre d'épaisseur. Donc voici le résultat d'une pierre polie. On va voir qu'on a gardé certains creux. Alors, il existe une technique qui est de scier la pierre, de faire des tranches et ensuite de polir ces tranches. Donc le poli sera beaucoup plus réussi. Sur ces deux pierres, on a d'abord scié la pierre. On voit qu'elles ont la même épaisseur, hein, c'est relativement standard, et ensuite on la repolie. Mais on voit que pour l'azurite, malgré cela, il reste encore des imperfections. On n'arrive pas à avoir un poli lisse. Donc il va y avoir des petits creux dans la pierre. Et ce phénomène, évidemment, peut se retrouver sur les bijoux, sur les donuts par exemple, comme ceci. On n'arrivera pas à avoir un poli très régulier. Un autre cas de figure, c'est une pierre très irrégulière, comme l'hématite ici. Si on polit cette pierre au tonneau, eh bien évidemment, quand on aura la pierre polie terminée, on aura ces creux qui n'auront pas disparu, à moins de sacrifier la moitié de la pierre. La même technique est utilisée. On va scier le bloc d'hématite en tranches et ensuite on va polir, ce qui permet cette fois d'avoir un galet complètement poli, lisse, régulier. L'hématite, contrairement à l'azurite, n'est pas une pierre chère. Donc on peut se permettre d'avoir un peu plus de pertes. Et enfin, un cas particulier, celui des pierres rares et chères. Le problème n'est pas de les rouler ou de les polir, puisque ce sont des pierres relativement dures qui se prêtent bien à cela. Le problème, c'est le coût de la matière première. Donc si on utilise un grain relativement gros lors des premières opérations, on va enlever beaucoup de matière et évidemment, la matière a de la valeur. Donc on va faire une première opération en enlevant le minimum de pierre. Et puis le polissage final qui viendra donner du lustre, mais on va garder le caractère un petit peu grossier de la pierre et nous allons retrouver des formes qui seront beaucoup moins lisses et beaucoup moins régulières. Alors nous avons ici trois pierres relativement rares, l'émeraude. Évidemment, ce n'est pas une émeraude de la qualité de celle qu'on trouve en bijouterie. Vous avez ici des morceaux bruts qui sont un petit peu irréguliers et évidemment, le produit fini va présenter des petits creux. Il ne sera pas parfaitement régulier, parfaitement lisse. Nous avons ici le cas du larimar, qui est une pierre chère, qui vient de République dominicaine, dont elle est assez rare. Il y a un seul filon au monde. Donc vous voyez que là, c'est un cas de figure où la pierre n'a pas été sciée. Parce qu'il arrive que pour le larimar, aussi bien que pour d'autres pierres rares et précieuses, on les scie pour avoir moins. Mais là, on a utilisé des morceaux bruts. Donc on retrouve la forme finale de la pierre qui était celui du brut de départ, avec les creux, avec les petits reliefs, les cornes. Vous voyez, on a fait en sorte de perdre le minimum de matière. Et enfin, ici, un dernier exemple, la spinelle noire. Alors ça, c'est un cas un petit peu particulier, puisque la spinelle est un minéral d'origine alluvionnaire, c'est-à-dire qu'elle a été transportée, roulée par la rivière, donc par l'eau. Les pierres se sont frottées les unes contre les autres, et il y a eu une érosion et un polissage naturel. Mais on peut voir qu'il y a de nombreux chocs. Parfois, on voit des petits creux qui sont brillants, hein, parce qu'il y a des petites fractures, des chocs, et on voit que la pierre a un aspect beaucoup plus grossier. Ce polissage est beaucoup plus grossier. Même si ensuite, elle a été légèrement repolie dans un tonneau. On a quand même l'aspect initial de la pierre qui a été conservé ici. Donc c'est tout à fait naturel pour ce genre de pierre de trouver ce type de polissage. Alors en conclusion, cette vidéo avait pour but de vous faire mieux connaître
les phénomènes naturels dans les minéraux et également vous faire connaître le travail de la pierre. Donc vous pourrez maintenant, en toute connaissance de cause, examiner les pierres que vous achetez et vous apercevoir que parfois ce que vous auriez pu considérer comme des défauts n'en était pas. Il faisait partie intégrante de la pierre ou il faisait partie des difficultés du travail de la pierre et donc ce sont des phénomènes tout à fait courants et naturels.